Buenos días a todos, bienvenido a questa dimostrazione. La tema de questa masterclass es los pasteles. Yo he sido francés, pero se puede hacer español, no es importante. No voy a hacer muchas demostraciones de recetas, porque he sido muchas cosas. En 1 hora y media es imposible. Pero yo tengo como una escuela dar delle consigli e técnica sobre creme, la pasta, etc. Por esto, si me hace muchas preguntas, yo estoy contento. Si no me hace preguntas, está bien. Allora, io mi presento, mi chiamo Frédéric Bourse. Io ho imparato le mie basi quando ero più giovane alla scuola Le Nôtre. Después ho sido un mio percorso de pastelería dentro de hotel de lujo a Londra, al Savoy, al Claridge's. Ho trabajado con Pierre Hermé en la sua pastelería non di ora a Fauchon, quando lui stava il jefe dei show di Fauchon. Pierre Hermé anche lui stava apprentista dalla Nôtre. Por esto lui tiene muchas de sue basi de pastelería que viene de la pastelería Le Nôtre. ¿Okay? Después lui ha ponido de la sua creatividad e così è andato. Bon, adesso in francese. Alors, donc je me présente, donc je vous explique un petit peu mon parcours. Alors, il y a 1 an que je suis parti de l'école Le Nôtre, mais je reste toujours à travailler avec eux comme indépendant. J'ai fait le directeur de la formation, le responsable des chefs pâtissiers professeurs de l'école Le Nôtre pendant 3 ans. Et je suis parti l'année dernière pour ouvrir ma société de conseil et formation. Et je continue à travailler avec Le Nôtre pour animer des salons, des cours. On reste en une bonne collaboration. Voilà. Donc l'école Le Nôtre, c'est quoi? L'école Le Nôtre, c'est... Il y a beaucoup d'écoles. En fait, c'est la première école qui est née en France. L'esprit, Monsieur Le Nôtre, c'est quelqu'un qui avait son style de pâtisserie classique, bien faite, qui est arrivé sur Paris. Ce monsieur, en fait, il était d'origine de la Normandie, donc c'est la zone ou le pays, en fait, un peu du nord de la France, où on met en valeur la crème, le beurre, des choses comme ça. Donc, beaucoup de ces recettes contiennent pas mal de beurre, où il travaille beaucoup la crème, parce que c'est une matière première qu'il tenait à cœur. Ensuite, Monsieur Le Nôtre est arrivé sur Paris, il a eu un grand succès. Un succès avec sa pâtisserie traditionnelle, mais sa pâtisserie traditionnelle bien faite. Donc c'est un peu le thème, c'est la pâtisserie de magasin. Hein. Il faut bien... quand on parle avec... Enfin, Monsieur Le Nôtre, malheureusement, est décédé. Mais quand on parlait à l'école avec lui, il voulait nous transmettre un message. Le message, c'est qu'on fait des bons gâteaux qu'avec des bons ingrédients. La recette, c'est pas important. Avoir une bonne recette, c'est bien. Mais le fait d'avoir plein de recettes et de ne pas savoir les contrôler, c'est une chose pas très bien, par contre. Donc, ce monsieur, en fait, il a dit, ben voilà, il n'y avait pas d'école en France. Il a dit, je vais partager ce que je sais avec les autres. Donc c'est un bon esprit parce qu'il a dit, c'est juste quand on échange qu'on va grandir. On échange avec quelqu'un, nous comme professeurs, on a un petit peu le même, enfin on est obligé de toute façon d'avoir le même esprit, mais quand on va quelque part dans un pays, on a toujours quelque chose à apprendre. Je pense que jusqu'à la fin, on apprendra de tous les pays, de n'importe quel pâtissier qu'on rencontre. On parle,
La restauration, la gastronomie, c'est un langage international. On apprend des techniques dans tous les pays, on goûte des parfums de produits différents. Donc vous avez, par exemple en Espagne, des bons produits, le safran, l'orange, l'amande, voilà. Et ces produits-là, en fait, l'objectif c'est quoi? C'est pas que une pâtisserie, d'après moi, hein, une pâtisserie en Espagne copie de la pâtisserie de Paris. On peut prendre les bases, mais il faut mettre en valeur votre territoire. Donc vos fromages, votre crème, le beurre, tout partout où vous avez dans une ville une spécialité. Travailler, je sais que le riz, les épices, et comme ça. Et en fait, quand des pâtissiers, des fois, voyagent beaucoup, achètent beaucoup de livres, ils ne pensent pas à ça. En fait, vous allez en Alsace, en France, qui est à la frontière entre la France et l'Allemagne. En fait, on va développer beaucoup de recettes avec des épices. Des épices comme beaucoup de cannelle, beaucoup de mélange d'épices dans les viennoiseries, dans la pâtisserie. Vous allez dans le sud de la France, vous allez retrouver des... Pour Paris, c'est un petit peu innovatif, mais pour eux, c'est normal. C'est travailler des herbes comme le thym, la lavande, le romarin. C'est des choses que dehors, vous avez partout. Le citron. Donc, où il y a du soleil, vous avez des ingrédients qui correspondent à votre territoire. Donc Monsieur Lenôtre, c'était surtout ça. Monsieur Lenôtre, il voulait transmettre un petit peu, beaucoup, le savoir-faire des bonnes bases et utiliser des bons ingrédients. Nous, c'est c'est l'objectif qu'on enseigne à l'école, à nos élèves. On dit en France, il faut marcher avant de courir. Donc il ne faut pas prendre la pâtisserie comme dégradant de foncer des tartes, de faire une pâte à choux, de faire du feuilletage. Il ne faut pas penser tout de suite à faire de la compétition, tirer du sucre, tout ça. Le sucre, c'est beau, c'est un plus pour notre métier. Les pièces en chocolat, c'est beau, c'est un plus pour notre métier. Mais ce qui va vous faire vivre dans votre magasin, et que lui a très très bien su faire et réussir dans l'ouverture de ses magasins, ben, c'est faire de la bonne pâtisserie. Déjà bon, après beau. Si vous faites beau et bon, c'est le top. Le beau fait entrer les personnes dans votre magasin. Le bon, ça les fait revenir. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Et je pense que, voilà. Donc à travers l'école, cours professionnels ou cours de débutants, donc on a des classes à longue durée, on essaie de transmettre le même esprit que M. Lenôtre a transmis à ses chefs, qui sont encore existants dans la production de sa pâtisserie, et qui vraiment pensent comme M. Lenôtre, et même, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, à travers de la créativité. On garde, par exemple, chez Lenôtre, on a un pôle, on appelle un centre de recherche et développement pour des nouveautés, parce que la pâtisserie évolue, mais on garde toujours les bases fixes des recettes de Lenôtre. Et donc à l'école, il n'y a pas de secret, en fait, parce que ça, c'est M. Lenôtre ne voulait pas. Les élèves qui partent du départ ou dans les cours professionnels, on donne exactement les vraies recettes que M. Lenôtre faisait à l'époque. On explique les techniques, la technique des macarons, la technique de ses croissants, voilà. Et on pense que c'est en échangeant, en transmettant, qu'on va grandir. Et c'est aussi les personnes qui passent à l'école, ce sont des ambassadeurs, en fait, du savoir-faire. Parce que ces gens-là vont passer quelques années après, ils vont transmettre de nouveau à d'autres personnes, et donc ça va faire un bon résultat, et puis il n'y a que comme ça qu'on va grandir et combattre l'industrie, parce que l'industrie, en fait, c'est ça qui... Tout le monde me pose des questions, on trouve des gâteaux pas chers, comme ça, et je pense que chaque pâtissier, comme on fait aussi dans la maison Lenôtre, il faut prendre son chemin et le parcourir jusqu'à fond. Il faut avoir son idée, il ne faut pas retourner en arrière. Si votre concurrent à côté de vous, en dessert de boutique ou en croissant, fait un croissant 20 centimes moins cher que vous, une raison il y a. Donc sûrement ça sera les ingrédients. Il va aller chercher un beurre pas cher, une chose comme ça.
Il faut être convaincu de vos produits, maîtriser bien vos recettes, et après on va dans sa direction avec sa pensée. Et de là, on va prendre un nom, une réputation. Et ça, quand on prend un nom, une réputation, il faut le maintenir. Donc c'est ça qui est un petit peu le plus difficile. Il ne faut pas faire chemin en arrière et commencer à utiliser du beurre, après on passe à la margarine, après le moins cher, pour avoir le plus de clients possible. C'est le thème, enfin c'est pas ça la vraie pâtisserie artisanale. D'accord? Donc le thème, c'est la pâtisserie de boutique. Donc alors là, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à expliquer. Moi, je vais faire très peu de démonstrations, en fait, parce que j'ai un peu plus de temps que les autres personnes qui passent, en général, c'est 45 minutes. Et comme école, en fait, je vais essayer je vais parcourir avec vous mes recettes, regarder où il y a des problèmes techniques qu'il peut y avoir, ou des techniques de Monsieur Le Nôtre, et vous les expliquer. D'accord? Parce que je pense que ça, c'est le plus important. Une recette, c'est une recette, mais bon, vous allez voir qu'il y a des petits détails. On peut avoir une très bonne recette et mal la faire. Parce que tous les petits passages... Donc, première chose, c'est la rigueur en pâtisserie. Donc, déjà, de bien peser vos recettes. Vous avez une bonne recette, bien pesée. Une fois que vous avez testé votre recette, vous avez vos ingrédients, vous allez garder vos ingrédients. Parce que souvent, il y a des gens qui ont une recette et puis ils vont changer, par exemple, de chocolat, ou ils vont changer de gélatine, et toutes les recettes changent. En fait, c'est beaucoup de technologie. Ça semble un petit peu qu'on mélange un peu comme ça les ingrédients, et c'est pas ça du tout. En fait, on vous apprend ça à l'école. Tout est température, tout est mélange, tout est sentir dans ses mains une pâte, si elle est trop élastique, pas élastique. C'est pas parce qu'on va vous vendre une farine. Les farines, par exemple, d'une année à l'autre, ne sont pas pareilles. Donc, il va falloir que vous sachiez réagir et pas suivre la recette si une farine, elle est plus élastique parce que c'est comme ça en Espagne. Par exemple, même si vous faites un cours chez Le Nôtre, nous, on va vous apprendre à comprendre les matières premières de façon que vous disiez, ok, là-bas c'était comme ça la texture, donc c'est important de toucher, de voir, de ne pas avoir peur. Pas avoir peur de poser des questions, pas avoir peur de toucher les produits, donc de maîtriser pour pouvoir corriger en fonction de vos produits que vous allez créer et aussi des ingrédients que vous avez durant l'année. D'accord? Voilà. Donc aujourd'hui ça va être beaucoup parler. Mais n'hésitez pas surtout à nous poser des questions. On a eu un bel échange le premier jour avec, c'était un autre thème, c'était la viennoiserie. Donc c'était la viennoiserie, on a fait j'ai expliqué beaucoup parce qu'on a fait un bel assortiment de viennoiserie, surtout les bases, parce qu'en fait c'est ça, il faut avoir des bonnes bases, savoir faire un bon biscuit Joconde, une belle génoise, une belle crème pâtissière, voilà. Et de ça, après je vais vous expliquer au fur et à mesure des recettes, comment apporter votre touche et votre créativité dans les recettes utilisées tous les jours. Voilà. Alors je vous répète, n'hésitez pas à m'arrêter, poser des questions. Vous pouvez me les poser en espagnol, je comprends un petit peu. Et puis après je vous répondre en français, ça sera traduit. Ou si c'est vraiment simple, je réponds en espagnol. Voilà. Donc une chose importante que je vais vous faire par exemple en démonstration, parce que c'est une chose que j'ai appris dans la maison Le Nôtre quand j'ai appris mon métier. J'ai toujours gardé avec moi. En fait, je vois des gens qui ils vont acheter un livre. Un jour, ils vont faire la pâte sucrée de Pierre Hermé. Un jour, ils vont faire celle de Michalak. Et voilà. Donc, ils n'ont pas vraiment d'identité. Moi, personnellement, je dis, quand j'ai mes belles bases, et en fait, j'ai fait tous les cours, même si j'étais déjà dans le métier. Moi, j'ai une formation de cuisine, j'ai 2 diplômes de cuisine, après j'ai passé mes diplômes de pâtisserie, et j'ai voulu me perfectionner au départ dans toutes les bases, et faire les meilleures maisons, comme Fauchon, Le Nôtre, pour avoir des bases solides, pour bien comprendre, et là, après, créer mes propres gâteaux. Ça vient après. On ne peut pas être un créatif au départ, ça n'existe pas. Donc, la chose que Monsieur Le Nôtre, en fait, il y a des grands chefs comme Pierre Hermé, le chef de l'école Valrhona, Frédéric Beau, tout ça, qui ont
passé dans cette maison. Et en fait, on a gardé une recette très simple, c'est la recette de la pâte sucrée. Donc la pâte sucrée aux amandes pour faire les tartes. Et je pense que ça, parce que en voyageant beaucoup, en côtoyant beaucoup de pâtissiers, ben, je me rends compte que beaucoup ont encore des problèmes. Donc c'est ça qui est important, c'est au moins de faire un stage sur des bonnes bases. Moi j'ai celle-là depuis 30 ans. Et on me dit, ouais mais c'est toujours la même. Ben oui, mais pourquoi je vais changer si elle est très bonne, si je me trouve bien avec. En connaissant cette recette, moi je vais pouvoir l'interpréter à ma façon. Là je vais vous l'expliquer, donc c'est une pâte sucrée aux amandes. Après, je vais vous expliquer comment la faire au chocolat, comment la faire au café, comment la faire au pistache, si vous voulez. Après, l'important, c'est une bonne base. Par contre, une bonne base, vous ne pouvez pas la modifier à votre gré. On dit gré, c'est à votre fantaisie. La pâte que on va faire ensemble, vous ne pouvez pas, par exemple, dire je la fais au cacao, hop, je prends ma pâte qui est en train de se mélanger, cacao en poudre, voilà, allez chocolat, allez couleur chocolat, très bien. Non, c'est pas comme ça, ça marche pas comme ça. Là, vous avez ajouté quelque chose dans la recette et vous l'avez changé, donc elle n'est plus au top. Donc ça, je vais vous en parler. Donc on va faire ça en premier, et puis au fur et à mesure, bah, je vous expliquerai, et puis vous me dites si vous avez des problèmes avec la pâte à choux, voilà. Ça va comme ça? D'accord. N'hésitez pas à poser des questions vraiment, hein, parce que bah, nous, comme formateurs, c'est notre métier. Si je ne sais pas, je vous dirai je ne sais pas. Mais bon, ça va, je me débrouille. Ok. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu les composants et le réfléchi de Monsieur Lenôtre quand il a créé cette recette. En fait, il avait une recette classique au départ. Donc c'était une pâte pour faire les tartes. Problème, c'est quoi? Ben, vous essayerez après chez vous, parce que de toute façon, cette technique marche avec toutes les recettes. En fait, toutes les recettes. C'est la façon de mélanger qui va faire la différence. Donc vous voyez que c'est pas que les recettes qui vont faire le bon gâteau. Vous pouvez prendre la recette, pas savoir bien la mélanger, ça vous viendra comme d'habitude, et puis voilà. La chose intéressante, c'est que ce système de fabrication, vous pouvez l'appliquer déjà sur des recettes existantes. Donc même au niveau de votre pâtisserie traditionnelle, un passage des fois dans une école, ça fait du bien, parce qu'on va apprendre aussi à modifier ou à améliorer, enfin modifier dans le bon sens. On ne veut pas changer ce que vous faites déjà et ce que vous faites bien. Peut-être que le passage à l'école, ça va vous faire mieux votre produit, le conserver mieux, lui donner une texture meilleure. Et c'est ça l'intérêt, c'est d'améliorer déjà ce que vous faites ou de résoudre des problèmes d'une production journalière au quotidien. Voilà. Alors, on va parler des ingrédients surtout. Alors, en fait, voilà. Bon, là, vous voyez tout fini, donc vous vous rendez pas trop bien compte. La tarte, en fait, beaucoup de chefs pâtissiers modernes, tout ça, moi je suis un fan des tartes. Tartes, gâteaux de voyage, tout ce qui est... Voilà, parce que je pense que c'est ça qui nous... on touche un public, en fait, une clientèle de tout âge. Une bonne tarte, se mange un petit garçon, jusqu'à la retraite, comme ça, même si vous n'avez pas de dents, ben, une bonne tarte bien friable et bien goûteuse, c'est un produit qui passe partout. L'entremets moderne, vous savez, le petit gâteau glacé, compliqué à manger, une tarte se mange aussi facilement dans la rue. Enfin, si vous voulez faire une petite pause comme ça, vous prenez une tarte dans la main, c'est assez facile à faire, à manger surtout. Bon, pas toutes, il y en a qui sont plus crémeuses que d'autres, mais c'est un signe de qualité. La pâte, la tarte et le millefeuille, ce sont des produits phares en France. C'est des produits qui vous font connaître. Même si tout le monde les fait, c'est ce qui prouve que ben, c'est le savoir qui fait la différence, c'est pas la recette. Vous avez des gens qui vont sur une éclair mettre un glaçage très fin, donc la tendance ben, de tout le monde c'est de manger moins sucré. Si vous maîtrisez la pâte à choux quand elle développe, elle ne va pas craquer, et donc au glaçage vous mettrez moins de sucre dessus, et à la dégustation votre produit sera meilleur. Toujours beau, bon, et après faire quelque chose et le cacher, avec beaucoup de sucre fondant, on utilise un sucre fondant dessus,
ben, pour cacher un peu les erreurs, c'est une erreur, parce qu'en fait, vous allez, même si vous avez une bonne crème à l'intérieur, pour garnir, vous allez apporter du sucre. Dans la bouche, vous sentirez que du sucre, même pas le goût du café ou le goût de la vanille de la crème. Donc, tout ça, c'est les choses, voilà. Alors, on va partir comme ça. Donc, on va partir surtout sur une recette, même celle que vous avez à la maison, d'accord? Donc on a toujours les composants. Alors, il y a du sucre glace. Donc c'est le sucre qui peut être sucre semoule, ça marche aussi. Après, pour une fête gustatif, on va mettre, nous, mais c'est pareil, c'est pas une obligation, un temps pour temps. Le temps pour temps, c'est 50% de poudre d'amande, 50% de sucre. C'est pour juste le gustatif, d'accord? Un bon beurre, du sel. Le sel, c'est important dans les pâtes parce qu'en fait, ça s'appelle un exhausteur de goût. Ça va permettre, surtout dans la pâte sablée, de faire ressortir le goût du beurre, de le fixer dans votre bouche. D'accord? Alors, pourtant, ouais, ça c'est farine. Voilà, farine. Et des œufs. Alors, n'importe quelle recette, n'importe quel livre, ça aussi c'est intéressant de passer et de comprendre bien les ingrédients, la technique, etc. Chaque livre que vous pouvez acheter, déjà en regardant le procédé, déjà vous devez comprendre en regardant les ingrédients dans quel sens ils vont être mélangés. Alors c'est pas comme souvent je vois tout mélanger ensemble, en pâtisserie c'est très rare. Quand vous faites un crumble ou un truc comme ça, un peu... oui, on fait comme ça. Surtout pour des choses de base, je pense que la pâte à tarte ou la pâte sablée, vous allez l'utiliser partout. Et celle-là, elle est particulière, en fait. Donc, j'arrête de trop vous en parler et on va la faire. En sachant, alors, beurre, farine, sucre, œuf, c'est ce que vous avez dans toutes vos recettes à la maison, d'accord? Une pâte à tarte. Le mode de mélanger les ingrédients va vous donner un nom différent à la pâte et une texture différente à la pâte. D'accord? En France, on a la pâte sucrée et la pâte sablée pour la pâtisserie les plus utilisées. C'est tout. Avec la même recette, on peut faire une pâte sablée ou une pâte sucrée. Donc, c'est quoi le principe? En fait, ben, le principe, il est simple. Votre objectif dans votre tête, ça va être du moment que vous allez fabriquer votre pâte jusqu'à la fin, de penser je ne veux pas d'élasticité dans ma pâte. Je ne veux pas qu'elle soit élastique. D'accord? Tout ce qui est viennoiserie, on cherche une pâte élastique. Pourquoi? Parce qu'on veut que le gaz de la levure gonfle et soit bloqué. Quand je fais une tarte, je veux qu'elle soit sablée, je veux que ça soit friable. Et le contact, qu'est-ce qui va vous donner de l'élastique? C'est le contact de l'eau et de la farine. D'accord? Dans la farine, vous avez du gluten. Le gluten, mélangé avec de l'eau, ça donne de l'élastique. Donc on va procéder d'une façon que l'eau et le gluten soient séparés dans la recette et que l'un touche l'autre au dernier moment. Si vous mettez tout ensemble, qu'est-ce qui se passe? Le temps que vous mélangez le beurre, tout, l'eau a déjà bien eu un contact avec la farine et ça vous crée une élasticité. Élasticité, ça veut dire quoi? Vous allez après mettre dans votre moule, n'importe quel moule à tarte, on fera la démo tout à l'heure. Voilà, vous mettez dans un moule en fer, ou etc. Moi j'utilise cela parce qu'en fait c'est du silicone avec des petits points et ça permet à l'air, à l'humidité de sortir. Et vous n'avez pas de petites bulles. Quand on travaille dans du métal, en fait, le métal souvent au fond, c'est pas bien cuit, c'est un peu blanc. Et quand vous démoulez, vous avez des petits trous, comme ça. Enfin des petits trous parce que c'est l'humidité qui va être bloquée dans le moule et il ne sort pas, ça sort pas. Puisque là ça sort. Voilà. Donc, souvent, on voit des gens qui vont faire une tarte, mettre la pâte dans le moule, vous mettez au four, les bords,
les bords ils vont tomber de votre pâte. Donc souvent les gens ils vont mettre un papier, ils vont mettre du poids dedans, donc ou du riz en général, ou des petits pois en métal, ou des choses comme ça, pour garder, pour que le bord il reste contre les bords du moule en fait. Donc avec cette recette là, on n'a besoin de rien. Comme on met la pâte dans le moule, la pâte elle reste, elle ne bouge pas du tout. Et c'est votre façon de mélanger qui va faire que vous ayez ce résultat. Et voilà, je pense que ça parle en fait. C'est une belle tarte, une belle cuisson. Une tarte blanche, c'est pas bon. Parce que justement, si j'ai rajouté un peu d'amande, je veux que mon amande elle grille un petit peu pour m'apporter un petit goût sympathique en bouche. Ma farine, de la farine crue, c'est pas bon. De la farine cuite, c'est toujours meilleur. Une belle cuisson, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, une cuisson d'une tarte, ça veut dire que, pour ceux qui ont des magasins, l'exposition dans un magasin, si plus votre pâte est blanche, plus l'humidité de votre frigo va rentrer dans la pâte. Plus c'est doré comme ça, avantage c'est bon en goût, mais ça empêche l'humidité de rentrer dans la pâte. D'accord? Ça c'est important, parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, j'ai fait 10 tartes, j'en ai pas vendu, j'en ai vendu que 5. Demain, qu'est-ce que je fais? Alors si vous avez mal cuit votre pâte, demain, aujourd'hui, elle est très bonne. Demain, elle sera beaucoup moins bonne. Et on ne sait pas le client qui a mangé la première fois, si c'était le premier jour. Quand il retourne dans 2 jours ou 3 jours, elle va être toute molle la pâte. Donc pour lui, c'est plus le même produit, c'est un autre produit, c'est moins bon. Hein? Et ça, nous en pâtisserie, surtout en comment ça s'appelle, en pâtisserie de boutique, on va pointer sur des recettes simples comme la tarte, le millefeuille, en fait, parce que tout le monde, dans n'importe quel pays, il a mangé les gâteaux de sa grand-mère ou de sa maman. Vu qu'ils n'ont pas besoin de stocker dans des frigos et d'exposer comme ça, souvent votre grand-mère ou ma grand-mère ou ma maman, ils faisaient des gâteaux le jour pour le jour. Et c'est ça qui est bon, parce que vous mangez une tarte qui est à peine cuite, c'est le top, un millefeuille à peine cuit, c'est le top. Voilà. Nous, il faut qu'on, même si c'est notre métier, qu'on doit exposer beaucoup, apprendre à contrôler la qualité du gâteau qu'on va manger et la voir comme si, même après 2 jours, de la voir comme le premier jour. Et ça, on peut l'avoir avec des connaissances de technologie, en fait. Allez, on y va. Alors, beurre, temps pour temps. Donc, temps pour temps, ok, moitié sucre, moitié farine. Sucre, sel, farine et œuf. Alors, je regarde ma recette et je me dis, l'eau, elle est où? L'eau, elle est que là. Parce que dans le beurre, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on est à 85% de gras. Le reste, c'est vrai que c'est de l'humidité, mais bon, c'est minime. Alors, je veux que elle et elle, ils ne se touchent pas, le moins possible. D'accord? Quand je vais mélanger comme on va faire, aujourd'hui on va faire une pâte à tarte sablée, on veut une consistance comme ça, et bien je vais mélanger déjà tous ces ingrédients-là. D'accord? Et ça s'appelle une pâte sucrée. Pourquoi? Mon premier mélange, avant la farine, il va être crémeux, comme une crème. D'accord? Quand je vais avoir ça, bien homogène, on ajoute la farine. Et donc là, ça sera la dernière chose qui va se mélanger. Mélange rapide, on met au frigo, et après, on a une pâte sucrée. Maintenant, on va changer, on va faire une pâte sablée. Donc, pâte sablée, c'est, vous verrez dans des livres, ça existe, hein, ben voilà. Je retire le liquide, et je vais mélanger ça. En fait, ça, en mélangeant toutes ces matières sèches, ça c'est sec, ça c'est sec, ça c'est sec, j'obtiens un sable. Et pour lier le sable, pour pouvoir la travailler, j'ajoute l'eau. D'accord? Pas de sucré, pas de sablé. D'accord? C'est bon? C'est facile. Voilà. Alors, où ça va se compliquer un tout petit peu, pour comprendre. Voilà. Donc nous, on va faire comme ça. Maintenant,
J'ai une recette et j'ai fait quoi? J'ai divisé ma farine. J'ai 2 fois la farine. Et il n'y a presque personne qui fait comme ça. Ça, c'est la technique de Monsieur Lenôtre. Alors, Monsieur Lenôtre, il pense, à l'époque, c'est intelligent, il dit, voilà, donc je ne veux pas avoir du contact de l'eau avec la farine. Donc, il prend une petite quantité, qui est à peu près 30%. Et ça, vous pouvez prendre des notes, 30%, même sur vos recettes, à vous, chez vous, n'importe laquelle, ça marche. 30% de cette farine, vous allez l'ajouter à ça. Pourquoi? Parce que cette petite partie de farine, elle va faire comme une éponge. Elle va absorber l'eau de celle-là, de l'œuf. D'accord? Et en fait, elle va protéger la grande partie de farine. Quand ça va arriver, cette partie de farine, dedans, dans mon mélange, en fait, elle n'a aucun contact avec de l'eau. Elle a un contact avec quelque chose qui a déjà été absorbé par la petite partie de farine. D'accord? Voilà. Si vous avez des problèmes, vous me dites. Je la fais, mais bon, après, vous ne pouvez pas... C'est mieux de comprendre maintenant ce qui se passe. Donc, en pâtisserie, c'est ça, c'est le mélange qui est hyper important, et aussi les températures. Donc jamais, jamais, par exemple, même si vous avez cette recette, on peut très bien mal la faire. Un beurre très, très dur, vous arrivez le matin, je dois faire la pâte. Donc ce que vous allez faire, couper du beurre, mettre dedans, et faire comme Frédéric Bourse vous a expliqué. Le problème, c'est que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que mon beurre, en tournant, il est toujours en petits morceaux. Et je vais tourner longtemps parce que c'est vrai, après 10 minutes, petit à petit, il devient plus mou, plus mou, plus mou. Seulement le problème, c'est que mon beurre, pendant que je tourne, j'ai incorporé de l'air dedans. Et l'air dans une pâte à tarte, on n'en veut pas. On veut de l'air dans un biscuit pour faire gonfler, mais on n'en veut pas dans une pâte à tarte. D'accord? Donc ça, ouais, ça va aller. Donc ça, en général, c'est une chose qu'on fait le matin, on pèse le beurre et on le laisse un peu de côté pendant 1 heure, de façon que les ingrédients se mélangent le plus facilement possible. Si, ça c'est obligatoire, l'œuf il est obligé d'être au frigo, parce que c'est une matière dangereuse. Le beurre il peut rester un petit peu dehors, il n'y a pas de souci. Alors, on va faire pâte sucrée. Donc, le beurre. Le sel qui va nous apporter du goût. Le sucre glace. Le temps pour temps. Alors le temps pour temps, c'est un mélange, je vous ai dit, 50% sucre, 50% amande. Bon, il y en a qui vont dire on peut le retirer, ça coûte cher. Ça coûte un peu. Bon, en Espagne, je pense que l'amande, vous avez des bonnes amandes, c'est peut-être le cas de le mettre, quand même. Et en plus, vu la quantité, c'est pas ça qui va être cher. Juste pour vous dire, je veux faire une pâte, un jour, je vais inventer une pâte aux noix. Je vais rendre en poudre des noix et le mettre là-dedans. D'accord? Je retire le poids d'amande et je rajoute en noix. Je veux faire à la noisette, je fais comme ça. Je vais retirer le poids de ma recette d'amande et ajouter les noisettes. D'accord? Maintenant, si je fais pistache, d'après vous. Donc pistache, visuellement, les gens ils disent pistache, ça doit être vert. Si je mets, donc là j'ai une recette, j'ai 30 grammes dans ce que je vais faire. 30 grammes de pistache, vous ne le sentirez pas. C'est trop délicat, d'accord? Donc là on va passer sur une autre théorie pour fabriquer, faire de la création. Donc je vais utiliser une pâte, comme la pâte pour les glaces, en fait, la pâte de pistache, 100% de bonne qualité. D'accord? On va prendre comme une glace. Une glace, c'est un mélange de 1 kg. En général, on met de 80 grammes à 100 grammes pour que c'est un bon goût de pistache. Là, pareil. Je regarde ma recette, je calcule que ça fait 1 kg et je dis, je vais mettre dedans 100 grammes de pâte de pistache. D'accord?
Si je mets 100 grammes de pâte de pistache dans ma recette, j'ajoute quelque chose. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc si j'ajoute quelque chose, problème, c'est plus la bonne recette. Elle est changée. Là, il faut penser de ne pas la changer du tout. Donc si j'ajoute 100 grammes de pistache, alors je pense dans ma tête, c'est quoi? Là, j'avais en fait une matière, c'est une poudre, la poudre d'amande. Donc je retire. Donc là, j'ai une partie poudre que je retire. Et je pense, ma tâche, c'est aussi dans sa composition 50% de choses, une chose sèche et 50% d'huile. Parce qu'avec le pistache, on fait de l'huile. Et l'huile, c'est un gras. D'accord? Donc sur 1 kg de pâte, votre recette générale, je mets 100 grammes. Comme je vous ai dit, vous allez faire votre calcul et vous allez ajouter 100 grammes. Qu'est-ce qu'il y a dans mes 100 grammes? Qu'est-ce que j'ajoute? Donc tout ce que j'ajoute, il faut que je retire. Donc j'ajoute 50 grammes, la noisette, la pistache et 50 grammes d'huile. Donc c'est un gras. Donc je vais retirer de ma recette 50 grammes de beurre. C'est le seul endroit où c'est qu'il y a du gras dans la recette. Je retire 50 grammes de beurre. Et là maintenant, quand j'ai retiré le poids qui était 30 grammes de poudre d'amande et 50 grammes de beurre, ben je suis à 80 grammes, je me suis rapproché le plus possible de la recette. D'accord? Voilà, donc ça c'était le cas si vous vouliez la faire... si vous voulez la faire à la cannelle, vous voulez la faire à l'anis, des choses comme ça, on ne change rien, parce que l'épice, en fait, elle n'absorbe pas vraiment, elle va parfumer, et on ne va pas vraiment changer la recette. La quantité, c'est très petit, donc on ne change rien. Voilà, ça. Ok, j'ai mis tous mes ingrédients, je mets mon liquide. Donc vous verrez après si vous trouvez intéressant ce dialogue, parce que beaucoup de gens, en fait, vont dans des écoles pour avoir des nouvelles recettes, Mais en fait, il n'y a pas de honte à aller dans une école où on va surtout vous expliquer le mélange d'une bonne crêpe pâtissière. Qu'est-ce qui se passe? Une pâte à tarte, un feuilletage, un bon croissant. Après les recettes, vous en avez 20 000 maintenant avec les médias, les livres, etc. Mais le livre ne vous apporte pas de la technologie, en fait. Technologie pour comprendre ce qui se passe dans... Donc c'est pour ça que fréquenter l'école, c'est intéressant sur ça. Donc là, comme je vous ai dit, je vais essayer aussi, c'est comme une crème, mais je ne vais pas la monter. Donc mon beurre ne doit pas devenir blanc. Si mon beurre devient blanc, je vais incorporer de l'air. Quand je ferai ma pâte, l'air après dans le four, en fait, l'air c'est comme la montgolfière, ça va gonfler et ça retombe. Donc ça me fait changer ma forme de ma tarte. Voilà, pour moi c'est bien. On arrête. Donc c'est là le petit truc de Monsieur Le Nôtre. Vous voyez, vous avez fait bien de venir, comme ça vous le savez. Et surtout que la technique est applicable sur toutes les recettes. Je mets la petite partie de farine, d'accord? Donc cette petite partie de farine, en fait, elle ne peut pas me donner d'élasticité, parce que vous allez voir, je vais vous faire voir, ça reste quand même assez liquide. Mais elle a absorbé le plus possible d'eau. Donc elle protège celle-là. Donc celle-là n'arrivera pas dans un mélange un peu humide. Donc pendant que ça tourne, toujours le moins possible. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Et je vous l'expliquerai après aussi. Quand on a une vision d'un produit, on sait comment on veut ce produit, ben, ce qu'on va faire, c'est aller jusqu'au bout. Parce que même quand moi je suis en déplacement pour l'école Le Nôtre, comme ça, je fais ma pâte, et ben, il y a des gens qui vont la faire, mais après, dans le mode de fabriquer les produits, ben, ils vont faire des erreurs en donnant de l'élastique. Donc si je dis au départ, je ne veux pas d'élastique, c'est jusqu'à la fin.
Et ça, on va en parler après. Vous voyez, c'est plus liquide, mais c'est pas dur. Donc ma farine a absorbé l'humidité. Je mets ma deuxième farine, et là, ça va me permettre de mélanger très très peu, et donc impossible que j'ai de l'élasticité. Et que moi j'ai été sensible au conseil de Monsieur Lenôtre quand je fréquentais l'école à l'époque, parce que en cuisine, j'ai fait un peu plus de cuisine au départ, donc avec 2 diplômes de cuisine. Et j'avais un grand chef une fois qui m'a dit: tu seras un bon cuisinier quand tu feras un bon poulet rôti. Et je le regardais, je me dis: c'est pas ça que je veux faire, un poulet rôti. Mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que quand, avec de l'expérience, après je me suis un petit peu affiné dans le traiteur, un peu traiteur, cuisine, tout ça. En fait, dans un poulet, pourquoi c'est compliqué? Pourquoi il m'a dit ça? Parce que c'est la température pour avoir moelleux une viande, la cuisse, le blanc, le dos. Le dos, c'est que des os. La cuisse, c'est plus dur, c'est des muscles. Et le devant, c'est ce qu'on veut tendre. Et vous avez 3 cuissons différentes. Et si vous mettez dans un four comme ça, pendant 30 minutes, c'est doré, ok, mais vous pouvez, en sachant, cuire le poulet d'une certaine façon pour avoir un poulet que le blanc ne soit pas sec. En fait, si votre blanc il est moelleux, votre cuisse elle est dure. C'est un peu plus dur. Si votre cuisse est bien cuite, votre blanc il est trop cuit. Et donc il y a une technique pour cuire un poulet. En fait, vous commencez par mettre tout ce qui est contact du métal, la cuisse en premier. On ne le met pas droit sur le dos. On va le mettre penché comme ça, de façon que ça cuit plus où c'est besoin de cuire, en fait. Et vous voyez que c'est vrai que quand on commence à faire le cuisinier, puis qu'on vous dit quand tu seras un bon cuisinier, quand tu sais faire un bon poulet, bah, je dis maman, on va faire un poulet aussi, mais bon, elle n'a pas d'étoile Michelin, quoi. Voilà. J'ai pas travaillé ma pâte, elle n'est pas encore hyper... Voilà. Ça me suffit. Juste mélanger. C'est top. Donc ça, on débarrasse. Peut-être là, on aura des papels. C'est la cuisine. Je veux juste vous faire voir, c'est pas très intéressant, mais c'est quand même intéressant. En fait, les gens, ce qu'ils font, souvent, c'est un geste, une grosse erreur, mais on n'y pense pas. Donc comme ça, je vous le dis, et puis comme ça, si un jour je passe chez vous et que vous le faites, ben, je vais pouvoir vous respecter. Je ne serai pas content. Voilà. Là, c'est une démo. C'est pas beaucoup. C'est une petite quantité. D'accord? Donc vous vous rappelez bien ce qu'on a dit, on ne donne pas d'élasticité, on travaille le moins possible la pâte. Et bien pourtant, il y a des pâtissiers, même connus comme ça, ils ont une belle recette, ils ne vont pas jusqu'au bout de l'explication, enfin de l'idée. En fait, quand vous avez 40 kg de pâte, ou 30 kg de pâte, ou 10 kg de pâte, vous allez débarrasser, vous allez utiliser une plus grosse machine, vous en avez beaucoup, ils vont mettre ça sur une plaque, comme ça, dessus, mettre un papier et mettre au frigo. D'accord? Mais même quand on va débarrasser notre pâte, il y a une technique, en fait. En fait, la technique, elle n'est pas compliquée. C'est juste de ne pas faire une montagne. Pourquoi? Cette recette, elle est bonne aussi parce qu'elle contient beaucoup de beurre. Elle est riche en beurre. Si je fais ma montagne de pâte, vous mettez au frigo. Demain, vous devez faire des tartes. Vu qu'il y a du beurre, ça va durcir. Vous allez sortir, vous allez voir une chose comme ça qui est très dure. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est automatique. Coupez en petits morceaux. Alors, les deux choses que je vois le plus souvent, coupez en petits morceaux. Et puis sur la table, ben, vous allez la travailler comme ça, jusqu'à temps que c'est mou. Et tout ce que je ne voulais pas faire ici dans mon machine, ben, c'est vous qui le faites à la main. Vous allez donner de l'élastique en travaillant. D'accord? Ou alors, les gens qui sont pas trop de muscles en fait, donc ils vont reprendre la cuve du batteur, couper en morceaux la pâte, mettre l'appareil, tourner jusqu'à temps que c'est mou pour pouvoir étaler. Ben là, vous avez fait tout ce que je vous ai dit de ne pas faire, même si vous avez une bonne recette.
D'accord? Ça, je vous le dis parce que, en fait, quand on est chef pâtissier, tout ça, ça s'apprend. Alors, un chef pâtissier, il doit transmettre. On ne travaille jamais tout seul. En fait, c'est rare de voir un chef pâtissier connu. Je pense que Pierre Hermé, on va prendre un exemple, Pierre Hermé ou n'importe, il fait plus beaucoup de tartes maintenant. Donc, parce qu'il est assez grand, plus en business, en marketing et tout ça. Mais bon, c'est un créateur, c'est normal. Il a des équipes. Maintenant, votre idée, vous devez la transmettre. C'est ce que Monsieur Lenôtre a fait avec son équipe. C'est pas lui qui va toujours faire les croissants parce qu'il les veut comme ça, comme ça. Donc, ben vous avez deux sortes de chefs en fait. Vous avez le chef qui va pas trop vous dire les choses, et puis il va vous crier dessus toute la journée. T'es un imbécile, tu travailles mal, c'est pas comme ça, voilà. Mais si les informations, vous ne les avez pas données au départ, eh ben les gens ils savent pas, parce que c'est... Et donc, si vous donnez des paramètres, ça aussi, ça paraît être ridicule, mais il n'y a aucune recette qui va vous dire débarrasser la pâte maximum 2 cm. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Bon là, en général, on peut avoir des bacs en plastique, en pâtisserie, pour stocker des pâtes ou des plaques. Et moi, je me sers de plaques de 2 cm, en fait. Ma pâte, quand elle est molle, peut travailler comme ça. Bon. Amalgamer comme ça, c'est bon. Vous ne cherchez pas à mettre beau. Pour le moment, on ne veut pas que ce soit beau, que ce soit bien comme ça. L'avantage d'une plaque, c'est que vous mettez tout dedans. Vous aplatissez à 2 cm et quand la pâte est molle, c'est facile en fait. Vous mettez dedans, rouleau à pâtisserie et vous roulez sur les bords de la plaque. Toute votre plaque est 2 cm. Donc ça paraît une chose bête. Seulement, j'ai des formats. J'ai ma pâte qui est 40 par 60. C'est le standard d'une plaque de pâtisserie. Dans vos frigos, dans vos congélateurs, c'est aussi un format comme ça. Donc dès que votre pâte elle est un petit peu au frigo, vous voulez la congeler, vous retirez de vos plaques et vous mettez un sur l'autre comme ça. Ça prend très peu de place. Ensuite, du congélateur au frigo, en général, je prends ma plaque de 40-60 par 2 cm, je vais la mettre au frigo le soir. Parce qu'on essaye de penser quand même si on est pâtissier, et on dit, demain je dois faire des tartes. Alors, je prends ma plaque du congélateur, cette pâte se congèle très très bien, même 3-4 mois, il n'y a pas de souci. Il vaut mieux une pâte congelée fraîche qu'une pâte qui reste une semaine au frigo. Le frigo, ça transmet les odeurs, les goûts, vous ouvrez, vous fermez toujours, variation de température, et vu que ces pâtes ils contiennent du beurre, ils absorbent les odeurs et tous les goûts d'un frigo qu'il peut y avoir. Donc, vous passez votre pâte pour le jour d'après au frigo, du congélateur au frigo. Cette hauteur, l'avantage pour vous, c'est le jour que je l'utilise, je prends ma plaque de pâte, donc elle est 2 cm, dès que vous la mettez en dehors du frigo, dans 5-10 minutes, vous pouvez déjà la passer à la machine. Parce que à 2 cm, ça passe dans une machine, ou même l'étaler à la main, c'est pareil. Mais je n'ai pas fait ce travail de taper dessus, comme ça. D'accord? Ça paraît bête, mais c'est hyper important. Voilà. Donc ça, c'est une nécessité. Est-ce que vous avez des questions? Questions sur la pâte à tarte? Non? Alors, je vais faire le méchant. Si quelqu'un connaît la réponse, si je veux faire la pâte au chocolat, faites comment? Parce qu'on a parlé de la pistache, on n'a pas parlé du chocolat. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, déjà, pour donner le goût du chocolat? Alors, en fait, quand vous la faites au chocolat, le chocolat c'est un peu compliqué parce que le vrai chocolat, ça ne va pas vous apporter le meilleur goût du chocolat dans une pâte. Surtout que ça va griller, on veut que ça soit bien grillé. Donc on ne va pas utiliser du chocolat, chocolat. On va utiliser de la poudre de cacao. Une bonne qualité de poudre de cacao, en essayant de trouver une qui ne contient pas de sucre, pas celle pour boire, pas Nesquik, machin. Et
Et ça, c'est une petite règle en fait. Quand on fait le chocolat, on retire 10% du poids de la farine et on ajoute 10% de poudre de cacao. D'accord? J'ai ajouté, je retire. C'est toujours ça. C'était bon ça à quoi? À qui? Ok. Alors, mais pouvez porter la pasta froide. Vous voyez, sur un argument comme la pâte à tarte ou la tarte, il y a tellement à dire, il y a tellement à faire. Et en fait, c'est bien parce que une fois que vous contrôlez ça, regardez dans un magasin combien de fois vous utilisez une pâte à tarte. C'est un ingrédient primordial. C'est comme la crème pâtissière, c'est comme... Après, vous pouvez... nous, par exemple, beaucoup en France, on utilise la vanille dans les crèmes. C'est juste comme ça. On utilise la vanille dans les crèmes. Quand notre gousse de vanille, on l'a utilisée dans la crème, de crème pâtissière, crème anglaise, mousse, etc. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laver bien les gousses de vanille. Donc, parce que les gens disent c'est cher la vanille, oui c'est vrai, mais il faut l'utiliser beaucoup de fois aussi. Vous allez les faire sécher dans un four, à 90 degrés à peu près. Quand c'est sec, vous allez mettre dans un moulin à café ou dans un cutter et faire une poudre. Donc ça va apporter de la saveur dans votre pâte. Et en général, on met tous de la poudre de vanille fait maison. C'est nous qu'on l'a fait. Alors. Maintenant, c'est pas le tout de faire notre belle tarte, pâte à tarte. Voilà. Ensuite, vous avez un autre facteur qui va être, souvent en pâtisserie, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on va comment dire, on va cuire nos préparations à plus ou moins la température. Et ben, c'est pas comme ça non plus. Là, on a besoin qu'une tarte elle soit bien croustillante, bien dorée, etc. Donc, maximum, je conseille, c'est une cuisson 165, 170 maximum. Pour vous, ça va être bas. Sinon, qu'est-ce que vous avez? Par exemple, votre four, il est libre, il est à 200. Ben, on dit, ouais, je mets la tarte. Hop, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez penser que votre tarte est cuite quand elle est gardie, parce que là, ici, vous aurez la couleur. Vous aurez la couleur brun clair. Donc, on pense qu'elle est cuite. Vous retirez du moule, c'est blanc, c'est blanc. Donc, on va bien la cuire à basse température longtemps pour avoir cette belle couleur dorée. Donc là, en fait, dans l'exposition, vous avez une tarte, je vous expliquerai après la crème. Donc fond de pâte, c'est ça en fait, c'est la pâte. Avant cuisson, une crème d'amande moelleuse avec zeste de citron, citron confit et zeste de citron vert. Donc on va un petit peu revisiter la tarte citron, un petit peu comme ça. Et je prends ma tarte au citron, une crème citron normale. Je fais moitié zeste de citron vert, moitié zeste de citron jaune et j'ajoute du basilic. C'est très frais et le basilic citron se marie très très bien. On pourrait faire la même chose avec le thym, ok? Mais bon. Important, une tarte, c'est ça doit être aussi respecté qu'un petit gâteau bien glacé. Ceux que vous voyez dans les magazines, vous savez, avec le glaçage, tout comme ça. Une tarte, il faut lui donner la même importance. Il n'y a pas en pâtisserie un produit qui est moins, qu'on prête moins attention qu'une autre. Souvent, on va passer plus de temps à glacer des petits gâteaux, des choses comme ça. La tarte, pour moi, ça a autant de valeur. Un croissant, ça a autant de valeur d'un petit gâteau. Il faut qu'on mette sa passion, même dans la tarte.
Donc la tarte, c'est pas parce qu'on met de la pâte dans un moule, on met des fruits, on met au four, ça sort une tarte. On peut la faire très bonne, on peut la faire moins bonne. Mais qu'est-ce que vous pouvez podemos empieza la dégustation. Ok. Donc, il faut trouver le compromis entre la tarte épaisse, en fait, qui n'a pas de sens, parce qu'une tarte, c'est un contenant, d'accord? Alors, quand je fais des tartes, ou on fait des cours pour la restauration, moi ça, c'est une pâte juste pour 2 mm, c'est juste pour la boutique. Après, la restauration, c'est encore autre chose. C'est une pâtisserie de restauration, ça doit être pensé plus loin. En pâtisserie, une tarte en pâtisserie, si vous voulez, vous pouvez la manger dans la rue. Donc la prendre, la tenir dans la main. Dans un restaurant, vous êtes sur une assiette. Donc déjà, c'est difficile dans un restaurant que vous allez manger la tarte comme ça. Par contre, alors là, il faut penser, il faut que ma pâte soit top et très 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 fine, de façon que ma cuillère suffit à casser la tarte. Donc on va encore diminuer plus l'épaisseur de la taille de la tarte pour la restauration. Il faut que ce soit très 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 fin. Souvent même moi, on va dans des restaurants manger comme ça, en voyage, on mange très très bien en cuisine jusqu'au dessert. On vous porte une chose simple, parce que nous on aime bien aussi les choses simples, une tarte. Et puis vous êtes en train de vous bagarrer avec le couteau, la fourchette, la tarte qui va sur la table du voisin, parce que la pâte est trop dure. C'est compliqué. Voilà, donc je vais vous faire voir, après tout ce que j'ai dit, si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai une belle épaisseur. Là, pour moi, ça me va. Je prends, je coupe. J'évite de la travailler, même ma pâte. Juste parce que la petite dentelure, ça peut faire un peu ménagère, mais c'est joli quand c'est aussi. Vous pouvez couper lisse aussi, c'est pas de souci. Vous posez juste dedans comme ça. On a un resto qui va en el horno grande. Je ne vais pas en faire beaucoup, mais vous allez voir que je ne sais pas si vous avez ce problème de tarte, en fait, mais c'est hyper important et ça va vous résoudre la vie. Vous commencerez déjà à travailler 1 heure plus tard tous les jours. Voilà. Je n'ai même pas besoin de la foncer beaucoup. Donc en travail journalier, vous avez vos moules métal, pas métal, vous la posez juste dessus. Vous coupez. Voilà, juste, on ne va pas aller chercher au fond comme ça, parce que plus on va faire ça, plus mes doigts vont appuyer à des endroits, plus je vais la rendre fine à des endroits, et d'autres endroits un peu. Ça sera donc cuisson différente. Ok, je prends. Non. Non. Si, volonta 60. Si. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur la tarte? Et vous allez voir, je ne pique pas, je ne vais pas la piquer. Je ne pique pas comme ça, et puis voilà. Donc en fait, beaucoup de travail en pâtisserie, et même pour la pâtisserie de boutique, hein, parce que je vous dis, vous pouvez donc savoir bien faire sa pâte, bien la cuire, ça va vous permettre aussi de semi-congeler des produits ou congeler une tarte. En ressortant d'un congélateur, les tartes, ils seront encore croustillantes. Si vous ne maîtrisez pas la cuisson et la fabrication, votre tarte en décongélant, l'humidité, elle rentre dedans et de dehors. Et elle... Donc j'ai travaillé sur cette pâte, enfin ma pâte pour la tarte au citron en fait. Pour la tarte au citron, ben, j'ai mis du zeste de citron dedans aussi.
Là, on fait un essai sans rien. D'accord? Après, vous pouvez cuire avec la crème dedans. Bon, moi, avec la crème, c'est un peu plus facile. Parce que ça va tenir le bord de la crème. Et il y a quelque chose dedans. Là, je vous la fais voir sans rien. Sans piquer, sans rien. Si jamais ça ne marche pas, je dirais que c'est les assistants qui ont mal fait. Bon, les chefs, ils font toujours comme ça. Si ça ne marche pas, c'est la faute des assistants. Voilà. Ok. Voilà. Donc, dans cette, je vais vous expliquer un petit peu les produits que vous avez dégustés un petit peu, pas tous. Donc là, on a une crème citron, citron basilic, c'est une création que j'ai fait. Donc on prend toujours une bonne base, crème citron, Monsieur Le Nôtre. Ok. Bon, je sais que c'est bon. Je vais juste apporter ma petite touche à moi en apportant un petit peu de basilic. Après, il faut peser au gramme. C'est pas des feuilles ou les épices. Ils ne sont pas toujours la cannelle. C'est pas. On va prendre la cannelle. La cannelle, par exemple, selon la qualité de la cannelle que vous achetez, c'est pas toujours la même pouvoir. Des fois, ça a été stocké à l'air, donc l'odeur de la cannelle est partie. Des fois, c'est ouvert dans votre magasin, enfin, dans votre laboratoire. C'est un an, vous avez de la cannelle. Elle a perdu. Donc, ça ne peut pas être un gramme. Il faut qu'au départ, vous sentiez, d'accord? Les feuilles de basilic, c'est pareil. Si je vous parle en feuilles, ça ne va pas. Vous avez de la grande feuille comme ça, de la petite. Il y a le basilic qui a plus de goût, pas de goût. Donc vous devez être régulier, acheter votre basilic de votre fournisseur, et lui, il va vous peser, toujours au gramme. D'accord? Parce que la feuille, je vous dis, si vous mettez une grande, c'est comme si vous mettez deux petites. Donc on ne sait plus, comme ça. Et puis, goûtez. Et puis sur des recettes de base, comme ça, crème citron Monsieur Le Nôtre, la crème dedans que j'appelle moelleux, pour moelleux au citron, c'est une crème d'amande qu'on utilise en France. J'ai mis citron confit espagnol d'une société qui fait du citron moitié confit, zeste de frais et un petit peu de jus. Donc je rapporte la possibilité des goûts de citron dans ma tarte. D'accord? Si j'avais fait cette crème, surtout comme ça, une création, pâtisserie de magasin, vous faites une création. Si j'avais mis tout ça en crème, ça serait trop. Pour vous, ça serait un peu écœurant. C'est trop de crème. En mettant une partie un peu différente, texture différente, donc j'ai du croustillant, du moelleux et de la crème. On va aussi penser à toutes nos créations, à étudier ce qu'on fait. D'accord? On ne fait pas comme ça pour faire. Parce que ça, par exemple, en reprenant ça, donc ça c'est un gâteau, moi j'appelle, c'est un petit gâteau frais, mais c'est du rationnel, c'est du cadre. Donc dans un cadre rectangulaire, on va faire par couche. L'avantage de ça, comparé au petit gâteau qui est cylindre et tout ça, ben, ça c'est plus facile. C'est plus facile, mais on va voir votre professionnalisme à travers la vision de votre gâteau. Tous les strates ou les épaisseurs, ils sont contrôlés par vous. Donc, vous devez avoir en beauté, en général, on dit il y a à peu près moyennement 30% de biscuits, 30% de mousse et 30% de fruits, enfin, une autre texture, on va dire. D'accord? Quand l'industrie a commencé à faire des mousses ou des gâteaux comme ça, au niveau industriel, ils ne peuvent pas faire comme ça, par strate. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est un biscuit au fond, couler la mousse dessus et lisser. Mais en fait, quand vous mangez, vous avez beaucoup de mousse et pas beaucoup de biscuits. Donc ça vous ressemble un peu le manger du bébé. Vous sentez rien en fait. Donc on peut, et ça c'est rationnel. Vous faites un cadre 40-60, en fait, vous faites à peu près 54 personnes. Et ça, à partir d'une bavaroise. Ici c'est bavaroise noisette, biscuit noisette,
un coulis de fruits abricots, fruits de la passion, et encore biscuits noisettes et mousse noisette. Si je retire la noisette de ma bavaroise, je la fais vanille. Je vais faire vanille, framboise, après je fais tout ce que je veux. Mais l'important pour vous faire voir ce style de petit gâteau de magasin, en fait, c'est votre professionnalisme, il est où? Il n'est pas que dans le décor. Le décor, on a dit, c'est la deuxième chose. C'est déjà quand je vais manger, les consistances agréables, on va sentir le fruit, la noisette et le biscuit. Et il ne faut pas que ce soit que de la mousse. Il faut qu'il y ait un intérêt en dégustation dans votre biscuit. Et ça, pour les gens qui font par exemple du mariage, du traiteur, du catering, en fait, c'est des propositions à faire, un petit catalogue, ou même vendre à des restaurateurs des bandes. Vous vendez des bandes de ces gâteaux, et le restaurateur, vous le vendez, et le restaurateur, il coupe, lui, des portions. Voilà, puis après, il va mettre sa sauce, il va mettre ses fruits, sa glace, voilà. C'est des produits aussi que le pâtissier, il peut vendre à d'autres personnes qui font partie de la gastronomie qui n'ont pas de pâtissier. Et ça correspond même à un dessert de restauration. Les tendances vont que on va aller plus en ce moment vers des formes un peu asiatiques, japonaises, donc les fingers. Ça c'est un peu la... Donc c'est vrai que c'est un peu plus élégant comparé à avant. Bon, avant on faisait 4 par 8, maintenant on fait 2,5, 3 par 12 à peu près. Même les formes silicone, qu'on trouve de beaucoup de sortes, ben, il faut qu'on reste aussi... Et puis donc un investissement pour faire 54 de ces petits gâteaux, ben, vous n'avez pas acheté je ne sais pas combien de moules pour faire 54. 54, ça vous fait qu'un. Le cadre, c'est un cadre rectangulaire, simple, pas cher. Vous pouvez faire des belles choses aussi. D'accord? Ça, c'est... Donc, est-ce que vous avez des questions sur ça? Donc ça peut être chocolat, vous changez les biscuits, vous faites vraiment ce que vous voulez. L'important, je vous dis, c'est les épaisseurs. Par exemple, dans une boutique, alors la boutique, quand vous exposez pas un. Sur un magazine, souvent, on voit un. Mais je voudrais voir 30 ou 40. Donc, la professionnalité du pâtissier, c'est d'avoir sur sa gamme de produits toujours les mêmes épaisseurs sur tous les gâteaux. Parce que si quand vous faites un cadre, vous mettez le coulis qui est liquide, si ça penche plus d'un côté comme ça, il y a des petits gâteaux qui auront comme ça de sauce et d'autres qui auront comme ça de sauce. La même chose pour les biscuits. Les biscuits, ils doivent avoir une épaisseur tous égale. Donc ça, c'est du professionnalisme en production. On peut faire du grand numéro de petits gâteaux, magasin, élégant quand même. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'avais prévu de vous parler. Donc la tarte citron. Donc tarte citron, vous pouvez faire la même chose, mandarine, vous pouvez faire un mix. Une fois que vous avez votre bonne recette équilibrée entre le beurre, vos œufs, les choses comme ça, que c'est bien onctueux, vous pouvez changer les goûts. Tout ce qui est crème agrumes, en fait, après vous pouvez passer mandarine, orange, pamplemousse. La seule chose qui va différencier, c'est l'acidité du fruit. Le citron, c'est le plus acide. Donc il faudra diminuer petit à petit selon les fruits. La mandarine c'est très délicat, donc on va bien diminuer en sucre. Le pamplemousse aussi. Et on va comme ça toucher ces recettes sans changer trop. Mais là c'est une question de goût, c'est pas une question. La texture on l'a, c'est bien onctueux, c'est pas trop gras et ça sent bien le fruit. Ça va. Ok, donc ça c'est bon. Et je vous dis après, ben voilà, on glace le tout, on coupe, et ça vous fait un petit gâteau de magasin. Alors il y a plusieurs façons de faire. Moi, honnêtement, je fais ma crème, je hache, quand c'est première ébullition, je hache mon basilic et je le jette dedans. Pour pas trop le cuire. Je veux pas que ça fasse un peu épinard. Donc en fait, comme dans ma crème, il y a du beurre, je vais le passer au mixeur. Donc je vais attendre le plus possible d'insérer le goût dedans.
Parce que le basilic en infusion, c'est un peu compliqué, parce qu'il va devenir marron, il va changer de couleur. Donc je le hache un petit peu, juste coupé comme ça. Je le jette dans ma crème, mixeur. D'accord? Ensuite, de cette crème citron, ben, comme je vous dis, je vous ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu, mais on l'a fait aux fruits rouges. Donc c'est comme je vous dis, après je vous ai parlé d'une crème citron aux agrumes. Mais là par exemple, ben, qui vous dit que vous ne pouvez pas faire quand vous avez une bonne tarte citron? Enfin moi, personne à l'époque m'a dit une tarte citron, tu peux la faire à la framboise. C'était une tarte citron, c'était la recette de la tarte citron, c'était la tarte citron. Ben voilà. Donc ce qu'on fait, ben, juste en touchant juste un petit peu le sucre, comme je vous dis, ben, je suis arrivé aussi avec des fruits comme le cassis. C'est la même recette qu'une tarte citron, seulement j'ai changé le fruit rouge et j'ai mis un fruit qui apporte un peu d'acidité. Et voilà, donc là vous avez une crème, entre parenthèses citron, mais qui est framboise. Hein. Le crémeux, la crème d'amande dedans. Vous pouvez mettre des framboises fraîches. Donc vous avez texture framboise cuite, framboise crème, et après avec des fruits frais dessus si vous voulez. Ça c'est un truc que j'ai fait en plus. Pour le décor, en fait, plus ça va, plus je décore, par exemple, moins de nappage, moins de choses comme ça, mais des coulis que je fais moi-même pour apporter de la couleur dans mes produits de magasin. Et en fait, j'utilise un coulis, donc 1 kg de fruits, 100 g de sucre en général, c'est très bon, il n'y a pas beaucoup de sucre, comparé à une confiture qui a 50. Et on va ajouter de la pectine dedans, et ça va vous faire des possibilités de décor, ou des... Donc en fait aussi dans le thème, la pâtisserie de boutique, qu'est-ce qu'il y a? Il faut vous rendre la vie la plus facile possible, facile possible. Donc, souvent, on voit dans votre organisation, ben, chaque gâteau, il a 2 recettes dedans, etc., etc. En fait, ce qui se passe, enfin moi, quand on met en place, parce que bon, chez le nôtre, on fait aussi de l'intervention chez le client. On peut nous appeler pour améliorer, mais pas à l'école, chez le client. Les professeurs se déplacent. Et par exemple, ce coulis qui est gélifié à la pectine, en fait, je le fais et j'utilise dans différentes choses. Je l'ai utilisé en viennoiserie. Je peux l'utiliser, tout ce où il y a de la confiture qu'on utilise avant, dans un croissant, dans une brioche. Là-dedans, il y en a, en fait, dedans, mais c'est pas la même texture, donc vous comprenez pas, en général. Je prends ma gelée de fruits rouges, et après je vais la travailler au fouet. Plus je la travaille au fouet, plus je vais casser l'aspect gélifié, et ça va me venir comme une crème à tartiner, en fait. Comme une confiture, mais sans sucre. Donc ça, je l'ai mis dedans, framboise fraîche, et ça, c'est une ganache, une ganache montée à la pistache. Donc après, ça, c'est un produit que le chou, on va essayer dans cet esprit-là, même dans la maison Le Nôtre, c'est de garder un traditionnel, comme on a des spécialités chez Le Nôtre, la feuille d'automne, l'opéra, les choses comme ça, c'est typique, c'est des gâteaux signature. Et ben, on ne va pas changer, retirer, l'enlever, celui qui marche bien, on va souvent, dans l'année, faire une création. Donc on va prendre cette même recette et on va faire un tout petit peu plus moderne, mais il y aura toujours l'original à côté. On ne va pas éliminer l'opéra, ça sera toujours l'opéra, la feuille d'automne classique va rester feuille d'automne, mais on va la faire par exemple chocolat fruits rouges, chocolat mûr, voilà. On va essayer d'apporter une petite touche plus moderne. Vu qu'on sait que ce gâteau marche, on va apporter aussi une clientèle qui connaît le gâteau de base, donc qui connaît l'intérieur, et lui il est intéressé par une nouveauté, curiosité de goût, en fait. Donc ça va être intéressant. Si después una cosa para tagliare, una plancha, una tavola et un cuchillo, penso que voilà. Donc après, vous voyez,
La chose en fait, un chou, une éclair, une tarte, on va essayer de les rendre raffinés quand même. Même un chou comme ça, c'est facile, c'est facile à prendre en main, en fait. C'est pas du gâteau de concours, mais on va essayer de faire donner le plus de passion, même dans une chose simple. Un chou, ça peut être juste coupé comme ça, chantilly, n'importe quoi. Mais on va essayer que l'ensemble de vos petits gâteaux de magasin, c'est votre signature, c'est vous. Donc on ne peut pas avoir une chose très bien glacée et puis à côté une tarte avec des fruits tout mélangés comme ça. L'exemple, c'est ça. Ça, je n'avais pas prévu de le faire, mais j'ai fait. C'est tout simple, mais c'est bon. Après, dans un magasin, l'esprit boutique, ça veut dire quoi? Boutique, c'est pas un concours. Ça, je le répéterai jamais assez. La boutique, c'est ce que vous vendez, ce qui vous fait vivre. C'est votre métier. Mais on peut rendre du très simple, très beau. Enfin, très beau. Dans la mesure que ça peut être... Mais c'est pas du concours. Mais moi, par exemple, qui est pâtissier, que j'ai fait des concours, je suis aussi jury du meilleur ouvrier de France chocolatier, donc des choses belles, on en voit. Mais je garde ma personnalité, bon, toujours avec l'esprit Monsieur le nôtre, mais une tarte abricot, comme ça, cuit sur du feuilletage, avec de la crème d'amande en dessous, ben moi, ça me donne envie de manger. Donc ça, c'est pas des produits à retirer parce que c'est pas du top de magazine, tout comme ça. Ça, c'est des produits qui peuvent vous faire, n'importe quel produit bien fait peut vous faire une réputation. L'exemple, en fait, c'est n'importe quel restaurant, que ce soit en France, en Espagne, n'importe quoi, je suis sûr, même en Espagne c'est comme ça, ils ont tous une spécialité au chocolat et à la pomme. Les meilleures tartes aux pommes que j'ai mangées, c'est les tartes aux pommes des restaurateurs. Parce qu'ils mettent un même... Ils ne savent pas faire beaucoup la pâtisserie, certains restaurateurs. Mais bon, ils vont faire une super pâte feuilletée, cuite juste 1 heure avant, des belles pommes qu'eux ils connaissent, ils sont forts sur les qualités de pommes. Ça a été plus acide, un peu moins acide, et comme ça. Et puis c'est cuit, un petit peu de beurre, un peu de sucre des fois, et on vous donne. Et vous mangez ça avec une glace vanille, vous dites qu'est-ce que c'est bon. Ben, on peut le faire en magasin aussi. Ça c'est pas... Il n'y a pas de honte à faire une bonne tarte aux pommes. C'est pas que des glaçages brillants comme ça qui font que le pâtissier il est super pâtissier. Voilà. Donc l'heure est arrivée de vous faire voir la tartelette. Voilà. Ça c'est une belle cuisson pour nous en France. En France, tarte et feuilletage, on cuit de cette couleur-là, bien noisette, bien que ça ait un bon goût de torréfié. Voilà. Je retourne. Vous avez vu, on n'a pas mis de noyau, on n'a pas mis rien. C'est fin. Et c'est bon à manger même comme ça. Et après, bon, bah, vous mettez juste un peu de crème pâtissière, quelques framboises, vous avez une super tarte. Tarte aux framboises, tarte aux fraises, je pense que sur 10 pâtisseries, il y en a 9 qui font. On trouvera toujours une tarte aux fraises, framboise, l'été, comme ça. Maintenant, votre objectif, c'est de la faire mieux que votre voisin. Donc, une super crème pâtissière, pas de grumeaux, bien lisse, des bonnes fraises. Vous pouvez utiliser aussi ce système de glaçage de sucre. Je vous dis 1 kg, vous mettez 1 kg de purée de fruits, par exemple framboise, 200 g de sucre, et je vais vous dire exactement, en pectine, vous mettez 18 grammes pour 1 kg de tout ça. D'accord? Et ça, vous pouvez l'utiliser, parce que comme il n'y a pas de sucre, en général, la plupart des pâtissiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter le glaçage pour les tartes déjà fait. Donc vous aurez obligatoirement beaucoup de sucre dedans. Vous fabriquez ça, comme je vous dis, vous le travaillez, et sur vos fraises, dans la tarte, vous passez un coup de pinceau avec ça. Et en fait, ça va apporter le brillant qu'on a besoin, ça va protéger sans vous apporter du sucre. Et vous sentirez vraiment beaucoup le goût de la fraise qui est à l'intérieur. Et ça, vous pouvez le faire à l'abricot, tarte abricot, vous faites votre glaçage à l'abricot,
Voilà, il suffit, ça va gélifier, il suffit que vous le travaillez, chauffez un petit peu, la consistance que vous voulez, un petit coup de pinceau, il n'y a pas besoin de mettre... parce que souvent aussi une tarte, on va mettre beaucoup de fruits, et dans les fruits il y a du relief, il y a des trous, et quand vous êtes avec votre pinceau en train de mettre, ben, vous mettez dans les trous beaucoup de confiture. Et en mangeant, ben, vous aurez beaucoup de sensations de sucré. Donc voilà. Donc comme ça, vous pouvez vous fabriquer vos glaçages. Ça, travailler et chauffer, ça devient un nappage. Ça devient une farce à l'intérieur. Voilà. Donc là, pour vous dire, vous avez le chou, vous avez la crème, du fruit. Voilà, on est un petit peu en dehors des paramètres d'une éclair ou d'un chou chantilly. Mais après, ça, c'est des choses assez simples à faire. Je veux dire, les choux, vous pouvez les congeler des centaines et des centaines. Tous les jours, vous ouvrez 10 choux, vous avez votre crème, vous faites des fruits frais dedans. Et puis voilà, les gens, ils adorent ça, sentir le fruit frais, sentir qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Voilà, donc ça c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Donc je vous ai expliqué tout, donc ça c'est framboise. Donc c'est tout framboise, framboise fraîche, framboise cuite, framboise crème et framboise gelée. Donc vous pouvez faire, même chose avec abricot. Crème abricot, gelée abricot, abricot dedans cuit, voilà. Vous voulez faire la poire, vous faites la poire, vous faites tout ce que vous voulez. Donc c'est un peu pour parler aussi. Moi j'ai fait une création ces derniers temps, c'est intéressant. Il n'y a personne qui fait en fait. C'est que j'ai cuit de la crème, de la pâte à choux dans de la pâte à tarte. En fait, ce que vous voyez là, c'est un chou. Et dedans, je l'ai garni dessus là. C'est pour faire une imitation un petit peu en France, dans les foires, dans les fieras. On a de la pâte à choux avec des sucres, on appelle des chouquettes. Donc c'est un petit peu esprit comme ça, chouquette. Et vous cuisez les deux en même temps, même température. Donc le chou va gonfler dans la sauce. Voilà. Là c'est la pâte à choux et dessus j'ai mis beaucoup de morceaux de noisettes et puis pour la couleur aussi j'avais un petit peu de framboise en poudre, vous mettez des pistaches. Donc dessus c'est tout croustillant de fruits secs, crème noisette à l'intérieur et puis vous voyez votre pâte elle est fine tout le temps. Enfin, en fait. Comment on... En dessous bah, vous avez deux solutions, hein. Vous voyez en dessous il y a un petit trou, je fais au couteau, je garnis et ça va me regonfler. Il est déjà gonflé, mais ça va me le regonfler et me le maintenir. Vous pouvez garnir comme un chou par-dessus et puis mettre votre petit logo de chocolat. Ça c'est important dans la pâtisserie boutique aussi. Je vais terminer avec ça. C'est le décor le plus simple possible. Donc moi ce matin j'ai fait vite, on a mis un petit peu comme ça. Et important, le logo. Avoir son nom ou son petite pastille de chocolat sur ses gâteaux. Parce que souvent, ben, des clients à vous, ils vont aller chez vous. Ça c'est ce que je pense moi personnellement. Ils vont aller chez vous, ils vont prendre un assortiment de ces gâteaux. D'accord? Vous avez la boîte en carton avec le nom de la pâtisserie. Personne n'y va jamais vous donner la boîte sur la table. Donc vous, si vous êtes invité, donc pour vous faire connaître, le logo, personne n'y va le retirer. Tout le monde a peur de toucher un gâteau bien joli. Et donc, si vous avez votre petit logo, le nôtre, comme ça, c'est tous les invités, là, je dis le nôtre, mais le vôtre, hein, c'est tous les invités qui vont voir où vous avez acheté le gâteau. D'accord? Que tout le monde fait investissement sur la boîte, mais la boîte, elle finit toujours à la poubelle, en fait. Après, les gens, ils mettent sur des plateaux. Ah bah c'est la pâtisserie de là, Madrid, comme ça, voilà. Tu connais pas? Bon, voilà. Puisque là, vous voyez le nom de la pâtisserie, déjà, vous vous rappelez beaucoup mieux, et c'est une belle publicité pour vous. Parce que les gens, en goûtant, en voyant le nom, ils le mémorisent dans la tête.
que dire oh c'est bon comme ça, puis vous avez parlé, vous n'avez pas vu le nom vraiment, et après pour vous en rappeler c'est difficile. Et quand vous voyez le petit logo du pâtissier café, eh ben, c'est une carte de visite que vous avez donnée à tout le monde de la table, même si ce n'est pas vos clients encore. D'accord? Voilà. Donc si vous n'avez pas de questions, moi j'ai fini. Malheureusement, il y a beaucoup de choses à vous transmettre. Ouais. Tout ce qui gonfle comme ça, c'est où j'ai incorporé de l'air dedans, où ma pâte est élastique en fait. Et l'humidité de ma pâte, quand elle est molle, quand je la travaille, bah ça, si elle est un petit peu élastique, ça fait une petite couche élastique qui va me la soulever comme ça. C'est pour ça que je l'ai fait exprès. Moi je pique pas, je rien, parce que je pense que c'est à une réunion comme ça entre professionnels, bah, vous avez beaucoup de possibilités, il y a des démonstrations toute la journée, tout ça, chacun va faire ses gâteaux. Nous, comme école, bah, moi je pense que vous faire voir comment nous, on interprète des recettes classiques comme ça, après vous pourrez la goûter, elle est top, pour la manger comme ça, cette tarte. Mais ça vous rend la vie plus facile, parce qu'après vous pouvez faire vos créations. Vous avez vu qu'une tarte, bah, comme ça, pas de noyau, comme ça, je coupe, je mets dans le moule. Nous, tellement que je fais aussi le système à l'envers. Je vais couper mon disque et je le mets comme ça. Pour les tartes carrées, par exemple. Faire une tarte carrée, c'est difficile de mettre la pâte dans les angles. Alors j'utilise mes moules à l'envers. Et je mets ma pâte carrée sur le moule carré. Et ma pâte, elle va suivre mon moule en fait. Parce qu'elle n'est pas élastique, tout ça, et ça sera exactement comme la grandeur que j'aurais coupée qui va suivre. Ça vous fait l'avantage de contrôler certaines recettes, certaines techniques, c'est de vous rendre la vie plus facile possible pour avoir un résultat. Voilà, c'est pas que du parler. On l'a fait la pâte, tout ça, j'ai pas de triche. Vous avez vu, vous cuisez, vous faites dans du métal, c'est pareil. Vous faites dans des anneaux en cercle, c'est pareil. Et cette technique-là, elle est bien aussi, puisque il y a des pays qui vont faire de cheesecake, des choses comme ça, ou des tartes hautes de 3 cm, c'est pareil. Donc là, tout le monde il met des noyaux, tout ça c'est long, il faut retirer, recuire, mettre de l'œuf dedans. Ben non, cette pâte-là, vous mettez 3 cm de bord, le fond, vous le mettez au four comme ça, elle ne bouge pas. Elle restera comme ça. D'accord? Donc pour terminer, je tiens à remercier toute l'organisation de ce salon, les organisateurs pour ces masterclass, voilà. J'espère qu'on se reverra dans la prochaine édition. Je vous remercie vous d'être venus nous voir, et puis voilà, nous on est à Paris, hein, si vous passez. On a une personne qui s'appelle Morgane qui est derrière, qui fait partie de l'école. Si vous avez besoin de brochures, d'indications, de renseignements, tout ce qui est partie financière, argent, comme ça, le temps, c'est la personne à voir. Moi, c'est la personne pratique. D'accord? Merci à vous, bon salon, et puis j'espère qu'on se reverra dans une prochaine masterclass. Muchas gracias, Frédéric.